en direct, nous sommes sur Internet et donc à mi-chemin de cette interview, je vous demanderai si vous n'êtes pas convaincu par les propos qui sont tenus par Frédéric Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Député UMP des Français d'Amérique du Nord. Je voudrais vous faire réagir sur les propos de Daïl Boubacar, le président du Conseil français du culte musulman, qui estimait ce week-end, qui disait qu'il souhaitait qu'il y ait 2 fois plus de mosquées en France en 2 ans, 2200 mosquées pour 7 millions de musulmans, c'est le chiffre que lui m'a donné. Il dit que cela ne suffit pas. Est-ce que vous le soutenez dans sa démarche ou comme Florian Philippot du Front National, eh bien, vous pensez qu'il y a assez de mosquées comme ça en France? Je pense que la grande difficulté aujourd'hui pour nos compatriotes musulmans, c'est de trouver des lieux de culte qui soient des lieux à la fois officiels, où il n'y a pas besoin de se cacher. Il y a aujourd'hui malheureusement beaucoup de lieux qui sont des caves, des garages et des endroits où l'islamisme radical progresse. Donc évidemment qu'il faut des lieux de culte. Il en faut plus? Il en faut plus, bien sûr. Il en faut 2 fois plus? Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, je ne suis pas en mesure de vous dire combien il en faudrait, mais il en faut plus. Et de la même façon, je me bats pour qu'on ne détruise pas, comme c'est le cas aujourd'hui, y compris à Paris, j'en profite puisque vous parlez de cette question, des églises. Et Sainte-Rita, qui est une église dans le 15e, qui est aujourd'hui menacée de destruction. Voilà des sujets sur lesquels moi je souhaite que les acteurs publics, les élus se mobilisent. Mais je reviens sur la question du nombre de mosquées. Est-ce qu'il faut regarder le financement? C'est ça le sujet aussi derrière tout ça, c'est le financement des mosquées avec des pays étrangers, parfois troubles, qui jouent le double jeu, comme l'Arabie Saoudite ou l'Égypte. D'où l'importance que... Sachant que l'État ne finance pas évidemment les lieux de culte parce que c'est interdit par la loi de 1905, on le rappelle. Oui, d'où l'importance que sur ces questions, les élus ne fassent pas comme s'il ne se passait rien. Et comme c'est trop souvent le cas, laisse faire les mauvaises pratiques. Moi, je préfère avoir une république avec une laïcité, c'est-à-dire une laïcité qui permette à chacun d'exercer son culte, mais une laïcité qui veille à ce que les choses se fassent dans l'ordre, les choses se fassent en respectant la sécurité des uns et des autres. Vous voyez, je crois que c'est un des sujets sur lesquels il faut que nous progressions. La question que vous avez vue sur les chrétiens d'Orient avec la RATP a été symptomatique. C'est-à-dire qu'on a une forme de laïcité exclusive aujourd'hui qui entacherait toutes les religions, que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion musulmane, alors qu'aujourd'hui, elles sont porteuses de paix. Ce sont les radicaux, c'est l'islamisme radical qui doit être combattu, c'est pas l'islam. Alors, la clé de la reprise économique, c'est l'investissement. Qui nous dit ça? C'est François Hollande, lors de son dernier déplacement dans l'Oise. Vous êtes satisfait que le chef de l'État, après le CICE et le pacte de responsabilité, eh bien qu'il cherche à aller encore plus loin dans sa politique de soutien aux entreprises? Évidemment, vous savez, je suis le seul député UMP à avoir voté le pacte de responsabilité. Applaudissements. Vraiment. Non, mais j'ai fait ça, pourquoi? Parce que moi, je considère que ma responsabilité, c'est d'être au rendez-vous quand on peut faire gagner le pays. Dans votre camp, ça n'a pas plu. Que ça n'ait pas plu, en même temps, il y a 1 an, j'étais seul sur la loi Macron. Il y a quelques mois, nous étions 12. Avec, comment vous arrivez à 12? Entre vous cumulez UMP, UDI... UMP, UDI, bien sûr, 12 députés de l'opposition, avec une vingtaine en plus qui avaient décidé de s'abstenir. Ça veut dire que cette idée progresse. L'idée que le rôle et le devoir des hommes et des femmes politiques, c'est de faire gagner la France plutôt que d'essayer de faire perdre le gouvernement. Vous voyez, moi je pense à chaque fois... Mais cette idée-là n'est pas partagée par votre camp. Elle est malheureusement pas suffisamment partagée. Mais vous savez, c'est pas simplement par mon camp. Malheureusement, je l'ai bien vu, j'étais au gouvernement entre 2007 et 2012, ou dans la majorité, comme député à l'époque, des Hauts-de-Seine. Maintenant, je suis député des Français d'Amérique du Nord. Mais j'ai vécu à l'époque une opposition qui était incarnée par le Parti socialiste et qui critiquait tout systématiquement ce que faisait le gouvernement de l'époque. C'est pareil. Et malheureusement, aujourd'hui, je regrette que l'opposition soit dans la même logique de critique systématique. Moi, je souhaite que nous changions. Je souhaite que la stratégie de ma famille politique, que la stratégie de l'opposition tout entière change, parce qu'on fait fausse route, parce que c'est comme ça qu'on nourrit les extrêmes. Vous savez, moi, les extrêmes, je les considère, mais je ne veux pas les nourrir. Or, je crois que ce qui les nourrit, c'est cette caricature de la vie politique française, où les acteurs économiques le vivent tous les jours, les salariés le vivent tous les jours. On leur fait l'immense honneur de leur faire partager nos problèmes au lieu de régler leurs problèmes. Bon exemple, le thème d'aujourd'hui. Dans ma famille politique, tout le monde parle d'une seule chose, les primaires.
Ah oui, oui, bah oui. C'est Les primaires qui représente mais la regardez, droite mais regardez en 2017, vous, c'est un vrai sujet. Oui. c'est sans doute un vrai sujet, mais c'est pas le sujet qui préoccupe nos compatriotes. Dire aux Français, regardez, c'est extraordinaire, vous allez avoir le droit d'arbitrer entre nous et leur parler de ça tous les jours. Moi, je préférerais qu'aujourd'hui, ma famille politique se mobilise sur la question du chômage. Vous parlez de l'investissement. Moi, je fais des propositions. Alors, justement, extrêmement des mesures, concrètes. on va y revenir. Des mesures au président, au Premier ministre. doivent être annoncées demain par le gouvernement pour doper l'investissement, qui est un peu, on le sait, l'abonné absent de cette croissance qui revient tout doucement en Europe et aussi en France. L'idée, ce serait aussi d'accélérer l'amortissement des entreprises. Ça a été fait d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy, je me rappelle. C'est une bonne mesure, des robots, des logiciels, des machines, ce qui permet donc aux entreprises, on le rappelle, eh bien, de déduire ces dépenses de leurs impôts. C'est une piste qui est incontournable et qui a déjà été d'ailleurs effective lors du mandat de Sarkozy. Hein. Et c'est une bonne mesure et je la voterai sans aucun problème. Vous allez encore vous faire des inimitiés dans votre camp. Non mais hein. écoutez, moi ce qui m'importe, c'est surtout de me faire... Christian Jacob dit qu'on ne voit pas souvent. Oui, mais vous savez, c'est tellement facile de critiquer. Moi, je souhaite à Christian Jacob d'avoir une circonscription aussi éloignée que la mienne. Quand je vais à la rencontre... Il sera là dans 2 jours, on lui posera la question. Mais quand je vais à la rencontre des Français aux États-Unis et au Canada, évidemment, ça me prend un peu plus de temps de traverser l'Atlantique et d'aller à leur rencontre que quand on est à Paris, en région parisienne, comme j'ai été député pendant très longtemps. Quelles mesures pour soutenir l'investissement ? Mais je ne m'en plains pas parce que, voyez-vous, j'aime partager avec les Français qui sont loin de la France, d'abord l'amour qu'ils ont de la France et en même temps cet œil qui est à la fois un œil amoureux parce qu'ils se rendent compte de choses dont on ne se rend même plus compte, la chance que nous avons avec un système de protection sociale exceptionnel, mais en même temps ils se rendent compte aussi des points de blocage sur lesquels il faut qu'on bouge, il faut qu'on réforme. Vous me parlez de l'investissement. Sur l'investissement, moi je fais une proposition extrêmement concrète au gouvernement, la suppression de la TVA interentreprise. Aujourd'hui, on a un dispositif qui ne coûterait pas 1 euro à l'État. C'est juste aujourd'hui une question de trésorerie. Oui, on fait peser... Ça soutient la trésorerie des entreprises, mais elles ne gagnent pas plus. Je veux dire, elles oui, ne sont pas incitées à investir plus. Bien sûr que oui, parce que surtout si vous êtes une petite entreprise, aujourd'hui, tous les entrepreneurs qui nous écoutent le savent bien, le 20 du mois, vous pensez à une seule chose, c'est est-ce que je vais être en mesure de terminer le mois, de payer mes salariés. Et vous ne pensez même pas à investir. Et donc, régler la question de la trésorerie, notamment des petites entreprises, c'est un problème majeur. Aujourd'hui, est-ce que l'État... Vous la présentez à qui, cette mesure ? Je demande au Premier ministre, au Président de la République de la mettre sur la table. Moi-même, je le défendrai à nouveau sur le texte de la loi Macron quand il reviendra à l'Assemblée nationale. Je l'avais défendu sous forme d'amendement. J'avais demandé à l'époque au ministre Macron qu'on se penche sur cette question. Moi, je souhaite savoir où on en est. Franchement, c'est une mesure. Ça mange pas de pain, ça coûte rien en finances publiques. Ça coûte rien parce qu'on considère aujourd'hui que sur la TVA, il y a 10 milliards, c'est le chiffre de la Cour des comptes, de fraude. On considère qu'avec un dispositif comme ça, l'essentiel de la fraude étant fait sur toutes ces étapes, on pourrait supprimer, allez, 60% de la fraude, 6 milliards. À côté de ça, on est dans une mesure qui va immédiatement redonner une capacité d'investissement à un certain nombre d'acteurs économiques. Franchement, est-ce qu'on ne peut pas, ça peut parfaitement d'ailleurs s'additionner à la mesure sur l'amortissement dont vous parliez tout à l'heure. Alors, Marine Le Pen jugerait, dit-on dans son entourage, la candidature de son père Jean-Marie Le Pen inopportune en tant que tête de liste pour les prochaines élections régionales en PACA. Après sa dernière provocation sur les chambres à gaz, elle a raison de l'écarter en ne lui accordant pas le droit de représenter les couleurs du Front National dans le Sud ? Écoutez, moi, d'abord, c'est bien le moins compte tenu de cette provocation. En même temps, tout ça n'est pas nouveau. Et vous regrettez qu'elle n'ait pas condamné avec plus de vigueur les propos de son père ? Et à cette occasion, peut-être clarifier une bonne fois pour toutes sa position sur le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'elle n'a pas fait. J'ai eu l'occasion de réagir il y a quelques jours aux 4 vérités sur France 2 sur cette question. Je le redis devant vous. Moi, je pense que tout ça, c'est de la provocation qui est faite pour divertir les Français au sens premier du terme, c'est-à-dire les détourner de l'essentiel. Moi, évidemment, je condamne. Évidemment, le Front National se grandirait de condamner ces propos. Et évidemment, il y a besoin d'une clarification. Qui n'a toujours pas eu lieu. Mais une fois qu'on a dit ça, regardez le temps que nous passons sur des sujets. Oh, 2 minutes. Non, mais ce n'est pas un reproche que je vous fais. Je parle du débat public. On passe son temps à parler
je le disais tout à l'heure, des élections, des primaires de 2017, de ce qu'a dit ou pas dit le Front National. On a parlé de mesures qui a gagné aux entreprises. Non, mais encore une fois, c'est pas à vous que je parle. Je parle du débat public dans son ensemble. Les Français, ils veulent qu'on parle de leurs problèmes. Ils veulent qu'on parle des solutions qu'on peut apporter à leurs problèmes. Et moi, vous allez trouver que je suis un peu obsédé par ça. Mais je considère que si les extrêmes progressent, et surtout si 50% aux dernières élections départementales des Français n'ont pas été votés, et que personne n'en a parlé ou on en a peu parlé, 1 200 000 personnes ont voté blanc, ont pris la peine de se déplacer pour mettre un bulletin blanc dans l'urne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs les sondages l'ont dit, il y a plus de 80% des Français qui ne se sont pas reconnus dans la campagne électorale qui a été menée pour ces élections départementales. Pourquoi? Parce qu'au lieu de leur parler d'eux, nous, les politiques, on leur parle de nous. Eh bien, c'est un sujet qui devrait faire réfléchir tout le monde. Faire réfléchir l'opposition, faire réfléchir la majorité. Et c'est ça que je demande qu'on change. Alors après, il y a des sujets qui sont incontournables. L'affaire Big Malion en est une aussi. Elle s'emballe, cette affaire. Et dans cette enquête, eh bien, on le sait, sur de présumées fausses factures qui auraient servi à camoufler les dépenses du candidat Sarkozy pendant sa campagne de 2012. 3 hommes clés, dont le directeur de campagne et dont le trésorier, ont été mis en examen, vous le savez, vendredi, pour usage de faux, escroquerie et complicité de financement illégal de campagne électorale. L'étau, vous le sentez, se resserre autour de Nicolas Sarkozy. Est-ce que cette affaire Big Malion, est-ce qu'elle pourrait, on le sait, peut-être retrouver le chemin de la justice en 2016? C'est pas une épée de Damoclès qui est terrible pour la droite et pour Nicolas Sarkozy s'il représente votre camp en 2017? Moi, je souhaite que la justice... Ah non, pas le petit couplet sur la justice qui fait son travail. Mais c'est pas un petit couplet. Je souhaite que la justice fasse toute la transparence sur un vrai scandale, puisque dans cette affaire, on parle de 18 millions d'euros. Au-delà des 22 millions d'euros qui ont été dépensés pendant la campagne. Donc il est indispensable pour la totalité de nos militants, pour la totalité de nos élus, pour les Français, parce qu'il s'agit en partie d'argent public, puisque, vous le savez, le financement de la vie politique se fait par de l'argent public. Il est indispensable que toute la transparence soit faite par la justice. Bien sûr, mais Jérôme Lavrieux, vous savez qui c'est Jérôme Lavrieux? C'était le directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy. Il a reconnu avoir eu connaissance de cette énorme fraude. Non mais, vous n'allez pas me faire, moi, remplacer la justice. Hein. Je n'y comptez pas. Il y a une justice, elle fait son travail. Plus elle fera son travail vite, mieux ce sera pour le débat public. Mais il est indispensable que ce travail soit fait. Alors, êtes-vous pas convaincu par les propos qui sont tenus par Frédéric Lefebvre? C'est le moment de voter, convaincu ou pas. Et je vous donne le résultat de ce sondage dans quelques instants. J'aimerais quand même qu'on parle rapidement quand même de cette primaire à l'UMP. Pas trop longtemps non plus, mais quand même. Il y a un bureau politique, c'est l'actualité à l'UMP qui est prévu aujourd'hui en vue donc de cette organisation, de cette charte pour organiser les primaires. Pour être candidat, eh bien, il faut avoir 25 parrainages de parlementaires. Et donc des candidats comme Xavier Bertrand ou NKN, Nathalie Kosciusko-Morizet, disent la barrière est un peu trop haute. Vous en pensez quoi? Mais là encore, vous savez, le bureau politique se réunira tout à l'heure, dira ce qu'il en pense. Je ne sais pas comment ça se terminera, ce sera peut-être pas 25, 20, enfin, vous pensez vraiment, là encore, je le dis, mais vraiment, très sincèrement. Que c'est un sujet important. Mais est-ce que vous pensez que c'est important pour nos compatriotes? Moi, je pense exactement le contraire. Je pense que tout ça, c'est de la cuisine interne, que ça se fasse. Bien sûr, les partis politiques doivent adopter des règles. Mais que ça soit les sujets du débat public, je trouve ça dramatique. J'aurai le bonheur de réunir le 6 mai prochain à l'Assemblée nationale des centaines de jeunes pour évoquer avec eux une question qui me paraît essentielle. Quel avenir pour eux? Quelle éducation? Notamment d'ailleurs des jeunes dont on ne s'occupe pas aujourd'hui, qui sont des jeunes des banlieues ou des jeunes des zones rurales. Parce que vous connaissez ce débat où on dit nos cerveaux fuient la France. Tous nos jeunes diplômés s'en vont. Bien, moi, au risque de vous surprendre, je voudrais aujourd'hui qu'on donne la chance à la jeunesse de France de partir à la conquête du monde. Moi, je suis dans une circonscription, les États-Unis et le Canada, où je vois arriver d'ailleurs beaucoup de jeunes diplômés, mais je vois en même temps, j'avais une réunion avec des jeunes à Montréal, un certain nombre de jeunes des banlieues, c'est eux-mêmes qui m'en ont fait la confidence quand ils étaient en France, sifflaient la Marseillaise dans les stades, et qui aujourd'hui portent le drapeau de la France, sont fiers d'être français, entreprennent. Est-ce que
Sont-ils si différents quand ils étaient en France, à Paris, en région parisienne, à Marseille, et quand ils sont à Montréal? Non. Est-ce qu'on leur donne un espoir? Non, c'est ça le problème. Et moi, je veux travailler sur ces questions, qu'on fasse des propositions. Les gens qui nous écoutent, moi, je serais ravi qu'ils participent les uns et les autres. J'ai un think tank qui s'appelle Nouveaux Horizons. On est en train de travailler sur ces questions. C'est ce qui manque aujourd'hui à la droite, à l'UMP, d'avoir des propositions. Mais c'est le seul sujet qui est important aujourd'hui. Moi, si je mets cette énergie mais une élection, ce sont des idées et des hommes. Mais il y a les idées, mais aussi les hommes. Enfin, les hommes... quels hommes? Mais justement, les hommes, on les connaît tous et on les voit à l'œuvre depuis très longtemps. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'offrir à ces Français qui attendent un espoir, qui attendent une route, notamment tous ces jeunes qui se désespèrent. Parce que aujourd'hui, on a qui porte le mieux, Frédéric Lefebvre, ce message que vous, justement, dont vous parlez aujourd'hui. Aujourd'hui, entre la ligne Juppé, qui est une ligne plus d'ouverture, la ligne Sarkozy, qui est une ligne plus droitière, encore que c'est plus compliqué, parce que Nicolas Sarkozy, il va braconner sur les terres du Front National, et en même temps, il veut une alliance avec le centre, ce que préconise aussi Alain Juppé. Vous vous reconnaissez mieux quoi, dans Nathalie Kosciusko-Morizet, dans Xavier Bertrand? Non, mais moi, je me reconnais dans, et c'est pour ça que peut-être que je porte cette attitude différente, je me reconnais dans les Français que je rencontre tous les jours. Y compris d'ailleurs sur les réseaux que vous connaissez si bien, les réseaux sociaux, y compris sur Twitter, moi je passe mon temps à débattre, à échanger, je reçois ensuite des messages privés, j'ai des gens qui viennent me voir. Vous pourrez être candidat, pourquoi vous ne vous présentez pas à la primaire justement? Mais écoutez... Parce qu'il faut avoir 25 parlementaires qui Non, mais le sujet pour moi, là encore, j'ai surtout pas envie... Mais qui mieux que vous pour porter vos idées? Non mais pour le moment, moi je suis concentré sur une chose, c'est de bâtir et d'agir avec les gens, d'essayer de construire. Tout le système du think tank que j'ai voulu créer, c'est de faire du vrai bottom-up, c'est-à-dire qu'on part de l'expérience de Français qui sont acteurs et avec eux on change les textes. Une fois qu'ils ont bâti avec moi des textes, je les dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale. J'essaye d'inverser. Vous savez, je pense qu'il faut changer de paradigme. Je pense que la vieille politique, elle est morte le 29 mars, elle ne le sait pas encore. Or, il faut sortir du clivage droite-gauche, dites-vous. Nous sommes en 2015. Sortir du clivage droite-gauche. Prenez votre carte du MoDem dans ces cas-là. Mais pourquoi? Quel est le sujet? Le MoDem, ou avec qui d'ailleurs il faudra bien que nous travaillions. Mais le MoDem... c'est pas la position de Nicolas Sarkozy, même si au niveau local, il y a des alliances entre le MoDem... Regardez sur les élections départementales, ce qui a permis aujourd'hui une victoire de la droite et du centre. Alors par défaut aussi, parce qu'il y a eu un rejet de la gauche, c'est ce que je suis en train de vous dire. La seule chose qui l'a permis, c'est le fait qu'il y ait cette unité entre l'UMP, l'UDI et le MoDem. Alors que du côté de la majorité, il y avait une division. Est-ce que c'est pour autant satisfaisant? Non. Parce que ça masque... L'UDI, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui l'UDI? Par la voix de son vice-président Yves Gégaud, il regrette que la charte d'organisation des primaires, qui sera finalisée aujourd'hui à l'UMP, qu'elle soit édictée de manière isolée et fermée, sans concertation avec l'UDI. C'est vrai, on dit voilà nos règles à l'UMP, l'UDI, vous venez ou vous venez pas, on en trouvera la porte, venez si vous voulez. Mais Yves Gégaud a raison. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que toutes ces histoires de cuisine prennent le pas sur le reste. Que quand on a je reviens sur ces élections, puisque vous m'y invitiez à l'instant, la leçon que nous devrions tirer, quand vous prenez, je me suis amusé à regarder le nombre d'élus UMP et le nombre d'élus socialistes, à la fin des élections départementales, élus à la suite de cette élection, 915 conseillers départementaux UMP et 896 conseillers départementaux socialistes. Sur un cumul sur un total de... Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 20 de différence, ce qui montre bien qu'on est loin d'une sorte de vague bleue qu'on a décrite. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont été les plus nombreux sont ceux qui étaient en défiance vis-à-vis du monde politique. Soit qu'ils aient voté blanc, je vous ai dit un record, soit qu'ils se soient abstenus, soit qu'ils aient voté pour un certain nombre d'entre eux, par dépit, pour les extrêmes. Eh bien, c'est ça qui devrait nous préoccuper. Et c'est pour ça que je veux pas vous paraître désobligeant, mais quand vous me posez un certain nombre de questions que je comprends parfaitement... Ça s'appelle une interview politique. Mais voilà. Mais moi, j'essaie de vous dire que la politique... C'est pas que ça. C'est pas que ça. Que c'est au contraire de se focaliser sur les problèmes qui intéressent les gens. Et moi, je souhaite que, y compris les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, les uns et les autres, s'ils ont des propositions, s'ils ont des idées,
Moi, je suis ouvert. Je reçois d'ailleurs des emails à Il y chaque a un fois que think je tank, fais il y une a un think émission. tank, vous avez donné son nom, le think tank, comment il s'appelle déjà? Nouveaux Horizons. Regardez, ça, c'est le petit livre que j'ai sorti, qu'on peut télécharger gratuitement, qui s'appelle Vous êtes prioritaire. Bon. Qu'on trouve justement sur le site de Nouveaux Horizons. Je prends à témoin les internautes qui nous regardent. Il est méconnaissable, Frédéric Lefebvre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vous trouve méconnaissable. J'ai envie de vous dire, où est passé le Frédéric Lefebvre, soldat, zélé, porte-flingue de la Sarkozy, aux formules choc, Royal a besoin d'une aide psychologique, Besancenot, c'est la vitrine légale des casseurs. Vous en aviez assez de cette image de bad boy? Qu'est-ce qui vous est arrivé? On vous reconnaît plus, là? Vous savez, bon, d'abord, la vie politique, elle est faite d'échecs. Avec les cheveux longs, là, comme ça, il y avait ce côté Tarantino. Mais la vie politique, vous savez, elle est faite d'échecs, de réussites, et elle doit amener chacun à réfléchir. Moi, d'abord, j'ai eu à assumer des fonctions gouvernementales. Ces fonctions gouvernementales, quand j'ai eu la responsabilité de Français, je ne leur demandais pas, honnêtement, quand j'allais les voir 3 fois par semaine dans leurs entreprises, dans les PME, chez les artisans, s'ils étaient de gauche ou de droite. Et donc, tant que vous n'avez pas eu cette responsabilité-là, je pense que vous n'êtes pas un vrai politique. Vous ne mesurez pas. C'est ça qui vous a changé? C'est en partie Le ça fait que qui ce m'a soit changé. consensuel, doux, qu'il n'y ait plus de formule choc, de formule assassine. Il y a d'autres choses qui font évoluer, évidemment. Le fait que je sois aujourd'hui le député de Français qui sont loin de la France, que je partage avec eux, ça donne, je le pense, du recul et de la hauteur de voir le pays. Parce que quand on le voit de loin, ce pays, et qu'on le voit en plus dans un environnement où, enfin, je ne vous le cache pas, aux États-Unis, au Canada, la croissance aujourd'hui, elle est là. Il y a un dynamisme exceptionnel. Et donc, quand on regarde la France et qu'on voit le monde politique empêtré dans les débats qui concernent que l'Hexagone, l'Europe fait peur. Alors, les frontières, vous pensez, la mondialisation est vécue comme un boulet, alors que c'est une chance formidable pour les entreprises françaises et pour les acteurs français, parce qu'on est reconnu pour nos savoir-faire, parce qu'on est aujourd'hui vécu. Et donc c'est ça qui vous a changé? Il y a peut-être aussi quelques pépins de santé, c'est officiel, je ne dévoile rien, quelques pépins de santé aussi qui peut-être vous ont un petit peu Mais vous savez, transformé. Il y a beaucoup de Français qui, comme moi, ont tutoyé la mort. Moi, j'ai fait 7 embolies pulmonaires, un infarctus pulmonaire. Eh bien, c'est certain que vous ne voyez pas la vie de la même façon. Moi, mon énergie, et j'en ai beaucoup, vous le voyez, j'ai envie de la mettre sur des choses qui permettent de sortir mon pays de l'ornière, de l'adapter à ce monde d'aujourd'hui. Et pour le faire, il faut le faire avec les Français eux-mêmes, avec cette jeunesse qui ne demande qu'une chose, de réussir. Je les vois arriver aux États-Unis et au Canada, pas du tout en se disant « je fuis ce pays, la France ». Et je ne reviendrai jamais. Non, simplement, ils vont chercher souvent des écosystèmes qu'ils ne trouvent pas en France. Ils vont chercher des financements qu'ils ne trouvent pas en France. Eh bien, moi, je souhaite qu'on investisse, qu'on développe, par exemple, des dispositifs fiscaux qui permettent à des Français qui gagnent de l'argent de pouvoir offrir des bourses à des jeunes qui sont aujourd'hui dans des lycées professionnels, qui sont en apprentissage, qui puissent découvrir le monde, qu'on crée des passerelles, qu'on investisse sur l'éducation, que finalement la France ait une vision mondiale. Aujourd'hui, on crève d'une chose, c'est que notre monde politique, et franchement, ça concerne à peu près tout le monde, ne regarde que la France à l'intérieur de nos frontières. Or, on a changé de monde. Quand je parlais de la TVA interentreprise tout à l'heure, ce dispositif, il a été créé en son temps, quand la France vivait seule, dans son coin, avec un système qui était plutôt intelligent, qui avait pour objectif que chaque acteur économique surveille l'autre. C'est pour ça qu'on faisait un dispositif où chacun surveillait. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Bon, voilà, en tout cas, ce sont des mesures qui sont pas manifestement appréciées, une parole qui porte, puisque 75%, 73%, j'ai plus le chiffre en tête, des internautes qui vous regardent sont convaincus par vos propos. Frédéric Lefebvre, cet homme qui a changé, député UMP des Français d'Amérique du Nord, était l'invité en direct, donc d'Ecorama. Merci à vous, bonne semaine. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.